Gustave Eiffel, 1832-1923. On ne présente pas l'homme qui édifia la célèbre tour et dont le nom est sans doute celui que les touristes étrangers prononcent le plus. Avant de construire le symbole mondial de Paris et de la France, cet ingénieur spécialisé dans les charpentes métalliques s'était déjà illustré dans de nombreux ouvrages ferroviaires et du génie civil. Notamment le viaduc de Porto, celui du Garabit en 1884, la gare de Pest en Hongrie et la coupole de l'Observatoire de Nice. Il est aussi l'architecte d'un autre symbole universel avec la charpente métallique de la Statue de la Liberté à New York. Gustave Eiffel est un républicain convaincu. C'est la raison pour laquelle il se présente au concours de l'exposition universelle qui commémore le centenaire de la Révolution française. En 1884, il propose à Jules Ferry et au ministre des Travaux publics, David Raynal, tous deux francs-maçons, son projet d'une flèche métallique de 300 mètres de haut, c'est-à-dire l'ouvrage humain le plus élevé de la planète. Plusieurs spécialistes estiment cette réalisation impossible et risquée pour la sécurité des Parisiens. Mais Ferry, en pleine bataille scolaire contre les congrégations religieuses, doit aussi mener une guerre des symboles. En effet, en 1873, les catholiques construisent sur les hauteurs de Montmartre leur basilique du Sacré-Cœur, dont l'argument de souscription était « la prière des Parisiens qui demandent pardon à Dieu pour avoir perpétré la commune ». Or, l'achèvement des travaux de la basilique devait coïncider avec l'exposition universelle. Ferry veut donc opposer le monument de la République à celui de l'ordre moral. Il sera encore plus haut, encore plus visible. Le chantier débute en 1887 et le nouveau gouvernement, dirigé par René Goblet de la Clément-Amitié, impose une exigence supplémentaire. La tour doit être terminée avant le Sacré-Cœur, dont l'achèvement était prévu pour Pâques 1889. Finalement, 1914. Eiffel relève le défi malgré les attaques répétées contre son édifice. La polémique sur la tour fait la une des journaux durant les 2 années de travaux. Outre les milieux conservateurs qui s'opposent au lampadaire tragique, selon l'expression de Léon Bloy, on trouve aussi les adversaires de son esthétique. Paul Verlaine, Maupassant, le comte de Lille, Victorien Sardou, Sully Prudhomme. Même si les loges sont plutôt favorables au monument républicain, il ne semble pas que Gustave Eiffel soit à cette époque un membre de la confrérie. Finalement, le 31 mars 1889, la tour Eiffel est inaugurée par le président Sadi Carnot. Gustave Eiffel a remporté son pari. Malheureusement, il est depuis 1 mois impliqué dans le scandale de Panama comme sous-traitant de la construction des écluses. Bien qu'il ait été tenu à l'écart des magouilles financières, il écope avec de lesseps de 2 ans de prison et 2000 francs d'amende. Écarté des affaires, Eiffel s'épuise en procédure durant 10 ans pour obtenir sa réhabilitation jusqu'à ce que la Cour de cassation reconnaisse son innocence. En 1901, Gustave Eiffel a déjà 69 ans et on parle de démonter sa tour, initialement prévue pour durer 20 ans. C'est probablement à ce moment que Gustave Eiffel aurait été initié dans la loge L'Émancipation, dont le vénérable est Eugène Milon, directeur d'exploitation de la tour. Mais cette affiliation n'est pas attestée. Gustave Eiffel consacrera les 22 dernières années de sa vie à défendre sa vieille dame en démontrant son utilité. Elle sera successivement un laboratoire scientifique pour tester la résistance de l'air, une station d'observation météorologique et pour finir, l'antenne géante de la radio naissante. Aujourd'hui, personne ne songe plus à abattre le symbole de la France.